Vamos a empezar con unas breves intervenciones y si nos da tiempo daremos un diálogo entre los intervinientes y daremos paso a las preguntas que seguro va a generar esta mesa. En primer lugar intervendrá Antonio Marcelino Santana, él es vicepresidente de APTE, es la asociación sin ánimo de lucro, con el objetivo principal de colaborar mediante la potenciación y difusión de los parques científicos y tecnológicos a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Actualmente cuenta con 66 miembros repartidos por toda la geografía española. Antonio. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Darle las gracias a Casa de África por esta invitación de participar en este encuentro. Y voy a intentar darles en rasgos generales una visión global de lo que es la Asociación de Parques Científicos Tecnológicos de España, ACTE, y para que ustedes puedan ver rápidamente de qué consta esta asociación. Como digo, les voy a indicar qué es la asociación, las cifras que desprende de la misma, de dónde proceden los parques científicos tecnológicos, qué son, cómo operan, localizaciones, los resultados y una serie de datos que espero que les resulten interesantes. ¿Qué es la ACTE? La ACTE es una asociación sin ánimo de lucro, como decía ahora mismo el moderador, que nació en 1988 promovida por los 6 primeros parques de España, que son los que se relacionan ahí: Asturias, Andalucía, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. ¿Cuál es el valor de ACTE realmente de la asociación? El valor de la asociación es que es un punto de encuentro para todos los parques tecnológicos de España, con unos profesionales que integran esta red de más de 25 años de experiencia. ACTE está compuesto por 66 miembros, de los cuales 49 son socios. Hay 14 afiliados, un colaborador y 2 socios de honor. 24 de estos parques están promovidos por universidades españolas, universidades públicas. 46 universidades colaboran con los parques. Las empresas que... Estos datos son del año 2015 y todos los parques que componemos la red de ACTE entregamos estos datos anualmente para poder tener estas estadísticas. Las empresas que componen la red de ACTE en España se calculan en el año 2015 de 7.736, con una facturación de 24.000 millones de euros. Un empleo de 158.000 personas, un empleo directo. No, es muy difícil calcular el empleo indirecto que genera todo esto por todos los parques que son y el empleo que genera. El empleo relacionado directamente con I+D asciende a 31.000 trabajadores. El número de empresas extranjeras asciende a 314, empresas en incubación 974 y el número de patentes concedidas 491. Estos son a grandes rasgos los datos generales de la asociación. Una reseña histórica para que ustedes vean la globalidad de los parques, de dónde proceden. Los parques inicialmente procedieron de Silicon Valley, en California, apoyado básicamente por la universidad. La universidad promovió estos parques científicos tecnológicos para salir al mercado, para tener esa relación, hacer ese test entre la puesta en marcha de empresas basadas en el conocimiento. Después también subieron en Inglaterra desde los parques de Cambridge, de la mano de la universidad. A España llegan a mediados de los años 80, pero a España llegan de mano de las comunidades autónomas. El primer parque que tenemos en España, que se tiene constancia, es el Parque de Bilbao. ¿Qué son los parques científicos tecnológicos? Al final el parque, nosotros en la asociación nos hemos dado cuenta que cada parque tiene un sistema de gestión distinto. Unos proceden de comunidades, son gestionados por comunidades autónomas, por ayuntamientos, por cabildo, por consorcios, por universidades. La tipología es diversa. Pero al final lo que unifica toda la actividad de los parques es que son un espacio. Son un espacio donde se producen las sinergias de las personas que representan los distintos agentes de la sociedad. Las empresas, la administración pública y, muy importante, la universidad y la sociedad en sí. Estas sinergias, estas ayudas que se producen entre todos, lo que hacen es que salgan negocios viables, desarrollos profesionales, emprendeduría, dinamización de la economía, desarrollo profesional, empleo estable y cualificado. Estas son las características que hemos denotado en estos años en la ACTE. ¿Cómo operan los parques? Como decía, son un espacio físico. Entonces, en este espacio físico se relacionan, interactúan
todos los organismos de la sociedad, todos los entes. Primero hay una gestora del parque, sea de la tipología que fuera, y después tenemos a la administración pública, hay cooperación empresarial, transferencia de tecnología, generación de conocimiento, internacionalización, acceso a la financiación. Todos estos agentes se van intercalando en los parques y confluyen en un empleo cualificado y mayor volumen de negocio. La localización de los parques científicos tecnológicos de la asociación en España. Y ven un pequeño mapa donde se detalla dónde están ubicados gráficamente los parques científicos tecnológicos que componen ACTE. Como digo, hay dos separaciones, los parques que son socios y los colaboradores afiliados. Podemos ver que aquí en Canarias hay 4 parques tecnológicos. Uno está ubicado en Tenerife, el otro en Fuerteventura, de reciente creación, y aquí en la isla de Gran Canaria tenemos 2 parques. El gestionado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, un ente dependiente del Cabildo, la SPEC, y el parque al cual yo represento, que es la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este parque, como su propio nombre indica, es 100% público, gestionado por la Universidad de Las Palmas. La universidad optó porque el parque científico se gestionara mediante una fundación pública. Al ser un parque gestionado por una universidad, además de ofrecer espacios de excelencia, de calidad, para que las empresas puedan emprender, innovar, desarrollar y tengan unos espacios de calidad para implantarse, además llevamos una gestión integral de todos los proyectos universitarios. La Fundación posee la Oficina de Proyectos Europeos, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Información, la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual de reciente creación, que ha sido una pieza muy importante en la universidad para conseguir proteger los resultados, transferir que las patentes se registren, que haya una protección integral de esos resultados, que era una pieza importante en esto. Como ven, el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas tiene 5 sedes actualmente en Gran Canaria, repartidas en el área de Gáldara en temas de energías renovables, el área de Montaña de Cardones, que se dedica básicamente a temas agroalimentarios y hospital clínico veterinario. El área de Tafira, que es donde está la sede central del parque. Allí tenemos el vivero de empresas, que actualmente tenemos como unas 60 empresas ubicadas en el parque. Y tenemos espacios, acabamos de abrir 2 edificios nuevos, financiados por el Gobierno de Canarias a través de fondos FEDER de la SISI, que ofrecen como unas 100 oficinas nuevas. Estamos en proceso de instalación de nuevas empresas. Todas las empresas con componente tecnológico innovador. Y ya les digo que en total la oferta total de espacios se asciende a unas 160, 170 oficinas para emprendedores y empresas con componente innovador tecnológico. El área de San Cristóbal está más volcado en el tema de medicina, y el área de Talearte, que es un área muy fuerte que gestionamos nosotros, está básicamente en el área marina. Ahí está el Banco Español de Algas, que es un organismo muy potente de desarrollo y de investigación, y muchos institutos de investigación de la universidad que están volcados en el área marina. ¿Cuáles son las principales funciones de un parque científico y tecnológico? Las engloba todas al final. La intención es que los parques engloben todo lo que hacen las fundaciones, las OTRI de las universidades, las agencias, los centros tecnológicos, los clústeres. Todo queda englobado dentro del parque científico y tecnológico. Tiene todas las funciones de generación de conocimiento, transferencia, cooperación, desarrollo empresarial, internalización y facilitar el acceso a la financiación. Nosotros, a través de la Oficina de Proyectos Europeos, los técnicos básicamente lo que están es captando financiación todo el día y ofreciendo esa fuente de financiación a todos los investigadores, empresas, emprendedores, buscando fuentes de financiación para ellos, tanto europeos como nacionales como locales. Estos resultados se los voy a mostrar rápidamente para no extenderme mucho. Podemos ver la evolución de los socios de ACTE. Estos datos datan del año 2015, del año pasado. Y vemos que ha habido una evolución de los parques socios, que actualmente, como les decía, hay 49 y 15 afiliados. El número de empresas ha crecido también en los parques. Vemos que ha habido una evolución muy grande. Hasta en el año más
crítico, por decirlo así, que pasamos con la consabida crisis económica del año 2011 al 2012, vemos que aún así las empresas en los parques se mantuvieron y se incrementaron. Dato muy importante porque ahora veremos el dato del empleo cómo disminuyó. Pero las empresas se mantuvieron en los parques y en el año 2015 se ha incrementado. Tenemos actualmente 7.736 empresas ubicadas en todos los 66 parques tecnológicos de la asociación en España. Los principales sectores de las empresas que están ubicadas en los parques, al final el principal sector siempre es la informática, el tema de informática y comunicación, seguido de ingeniería y consultoría. Como pueden ver ahí, medicina y salud, y ahí los datos de las empresas ubicadas en los parques de España. Como les digo, aquí tienen la evolución del número de trabajadores ubicados en los parques tecnológicos de España. Como pueden ver, como les comentaba antes, del año 2011 al 2012 se notó la disminución de empleo. Se ha conseguido estabilizar y ha incrementado ahora en el año 2015. En cambio, el número de trabajadores que se identificaban directamente relacionados con I+D en los parques tecnológicos incrementó y se mantuvo en el año 2011-2012. La evolución de la facturación de los parques tecnológicos también ha ido incrementando con la disminución del año 2011 al 2012. Se ha calculado desde ACTE el impacto de las funciones que ha tenido el tener un parque tecnológico ubicado en una ciudad, en una comunidad autónoma o en donde fuera. El modelo desarrollado en los últimos años ha propiciado que las empresas de los parques tengan un tanto por ciento de mortalidad más bajo que las que están fuera. La facturación de estas empresas ha seguido una línea ascendente durante los últimos años, como hemos podido ver, solo interrumpida con la bajada en el 2012. Les voy a dar un dato. El impacto de las funciones del dato. Es un dato quizás un poco antiguo, del año 2007, pero un dato que nos resultó curioso al estudiar las estadísticas de ACTE. Se estimó que el impacto estimado si se hubiese encontrado activo un parque consolidado por provincia en el año 2005, se quintuplicaría el volumen de facturación y el porcentaje de participación pasaría de un 0,44 a un 2,32. La participación en el Producto Interior Bruto español también se multiplicaría por 5, pasando de un 0,65 a un 3,48. El peso relativo del empleo pasaría de un 0,60 a un 3,18. Y el porcentaje de participación del empleo en I+D en el total nacional pasaría de un 5,8 al 29,78. Estos datos son propios de ACTE, calculados, como les digo, si se hubiese encontrado un parque activo en cada provincia de España. Además, un estudio realizado por la profesora Aurelia Modrego de la Universidad Carlos III de Madrid en 2010 sobre el impacto de los parques científicos tecnológicos en España detalló que las pymes innovadoras ubicadas en los parques aventajan al resto en un 40% en proporción de ventajas de nuevos productos. Y las posibilidades de que una pequeña y mediana empresa sea innovadora se incrementa hasta un 25% si está instalada en un parque científico tecnológico. ¿Cuál es el decálogo que interpretamos desde ACTE para un parque científico tecnológico? Al final son espacios que se ofrecen en la cual se dan unas condiciones ventajosas para que se generen emprendimientos, startups y nuevas spin-off. Son agentes de proximidad, generan empleo cualificado. Como podemos ver, los empleos que se propician en los parques científicos tecnológicos son cualificados y estables. Han amortiguado el efecto de la crisis. Al final se ha conseguido amortiguar el efecto, le ha influido evidentemente, pero ha tenido una incidencia menos notable. Son entornos clave, contribuyen al desarrollo social y económico local y regional. Los entornos físicos son de excelencia porque son unas instalaciones muy buenas, forman una sólida red, fomentan la colaboración universidad-empresa y son conocidos mundialmente. Una anécdota que les puedo contar: en una empresa que se quería ubicar hace unas semanas en el parque tecnológico de la universidad, y me comentaba que la cercanía por la ciudad, porque el parque nuestro está cerca, pero no está en el centro de la ciudad.
Y él decía que venía de una oficina ubicada justo en el centro de la ciudad, que tenía sus servicios, operaba con la administración pública, y yo le pregunté, me extraño, ¿y por qué te quieres venir al parque si vas a estar más lejos? Y él me decía, dice, es que ya me da caché el simple hecho de decir que estoy en el Parque Científico Tecnológico de la universidad, por eso me quiero poner aquí. Digo, a mí me congratuló esto, digo, bueno, eso es que se está haciendo bien, que los parques están dejando reseña a la sociedad. Y además difunden las innovaciones a la sociedad. Un pequeño dato también de las ayudas que han recibido los parques científicos tecnológicos en España, los que componen ASTE. Y como podemos ver, la gran ayuda se recibió en el año 2009 para todos los parques tecnológicos, pues ha bajado brutalmente hasta el punto de no recibir ninguna ayuda en el 2013 y 7,6 millones en el 2014. ¿Cuál es la tendencia de los parques en España? Las universidades intervienen directamente, muchas universidades intervienen ya en los parques científicos tecnológicos. Además, los parques científicos son científicos porque interviene la universidad. Hay mucha investigación en ello. En el año 2004, la participación de las universidades era un 17%, incrementándose hasta un 34% en el año 2013. Lo mismo pasa con la relación ciudad-parque y viceversa. Los parques se están introduciendo en las ciudades, ya interactúan dentro de la ciudad, no son como recintos fuera de la ciudad, ya interactúan dentro. Aquí vemos la localización de los parques de un 11% entre la ciudad a la 21% que ha pasado en el año 2013. Las tendencias en los parques en España, lo que nosotros denominamos parques de tercera generación. Tienen que ser herramientas que promuevan la coordinación regional, nacional e internacional en el desarrollo y aplicación de políticas de innovación, la consabida RIS3, Horizonte 2020, fondos nacionales, regionales, etc. Son agentes dinamizadores de la competitividad empresarial, necesaria para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Son instrumentos de provocación de la relación empresa-universidad. Como digo, la universidad cada vez interviene más en los parques científicos tecnológicos porque de la universidad hay mucho conocimiento, hay mucho investigador, instituto de investigación, y eso el parque le facilita esa salida al mercado. Son generadores de servicios y proyectos innovadores de valor añadido para sus clientes y el entorno. Son conectores del mercado local e internacional y promotores de la innovación abierta, la Open Innovation y la creatividad. Y además acceso a nuevas fuentes de financiación de la innovación. Ya he terminado. Pues nada. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Presentamos a Ahmed Bayal, presidente de Startup Mauritania, la primera aceleradora startup del país. Organizan diferentes programas de ayuda y formación para emprendedores y luego ayudarles a poner en marcha sus nuevas empresas de manera más eficaz y más sostenible. Está implementando la iniciativa TechStars. Ahmed. Bonjour. Merci déjà pour l'invitation à Tech Hub et de nous donner l'opportunité de parler de Startup Mauritanie et du cas de la Mauritanie de façon générale. Donc déjà, je vais approcher ça. Donc déjà, quand on avait commencé en 2014, donc vous m'excusez, il n'y a pas de slide parce que je n'étais pas au courant qu'il fallait ramener une présentation. Je l'ai su hier soir et c'est trop tard d'en faire une. On a une présentation mais qui n'est pas à jour, donc on a jugé, je vais présenter oralement. Donc déjà en 2014, quand on avait commencé, le premier événement c'était un Startup Weekend. Et le mot start-up était complètement inconnu dans le pays. Donc on a dû faire un événement que la moitié, disons, de la salle ne savait pas pourquoi ils étaient là. Mais bon, ça nous a pris du temps pour éduquer déjà les gens sur le concept. On a dû faire beaucoup d'efforts sur l'événementiel. On a dû faire beaucoup d'efforts pour avoir un impact médiatique déjà pour l'événement en 2014. Il était relativement réussi, on va dire. Donc à partir de là, on a décidé de se concentrer pendant 2 ans à peu près sur
le côté événementiel essentiellement. Et l'année dernière, en 2015, nous avons organisé le GEW, qui est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat en Mauritanie, pour la première fois. Et nous avons essayé d'emmener ensemble, disons, les principaux acteurs de l'écosystème mauritanien. Donc nous avons organisé des panels avec nos principaux mentors et les principaux acteurs du secteur privé et public. Et bien sûr, avec un événement à la fin, un Startup Weekend, pour clôturer l'événement. Donc moi, je pense que je vais plutôt me concentrer pour vous expliquer déjà là où on est et qu'est-ce qu'on a appris de l'expérience Startup Mauritanie depuis 2014. Donc je vais déjà rapidement vous donner quelques points qui vont vous donner une idée de ce qu'on a appris depuis qu'on a commencé. Donc, comme je vous ai dit, on a commencé en 2014 avec une concentration sur le côté événementiel, pour créer une certaine base et détecter des jeunes talents, des startups qui peuvent déjà produire quelque chose concrètement. Donc, c'était nécessaire, malheureusement c'était nécessaire. On devait ou bien se concentrer sur le côté événementiel ou bien se concentrer sur le post-événement, comme on dit. On a décidé de se focaliser d'abord sur ça. Donc, l'une des choses qu'on a apprises, c'est que on doit plutôt se concentrer désormais sur les porteurs de projets, c'est-à-dire sur les gens derrière les startups et pas sur le show durant les événements. Donc l'un des exemples parfaits ici présents, c'est Tijane Koita qui a participé au premier Startup Weekend et qui a ensuite participé au deuxième l'année dernière où il a lancé sa startup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez la bonne équipe et la bonne personne qui a toutes les capacités, toutes les bons facteurs, comme on dit, même si la première idée ne marche pas, cette personne continuera, n'arrêtera pas parce que ça ne marche pas. Donc l'exemple parfait, c'est lui, parce qu'il a lancé une première idée en 2014 et ça n'a pas abouti. Et il s'est dit qu'il va continuer et il a relancé sa start-up l'année dernière, en 2015. Donc ça, c'est très important de le dire parce que beaucoup de gens pensent qu'une start-up se fait... je parle du côté événementiel. On a eu une mauvaise expérience de ce côté-là parce que des gens viennent pendant l'événement et ensuite ils ne continuent pas. Donc on a décidé, quand on a décidé de lancer l'incubateur et le coworking space, on est en train de travailler. On travaille déjà avec les principaux acteurs du secteur privé. Et là, on va se concentrer sur le long terme. C'est-à-dire on a besoin, disons, du backup du secteur public qu'on n'a jusque-là pas travaillé avec. Donc là, on va essayer pour aller plus loin, avoir un partenariat avec les principales institutions du gouvernement qui sont intéressées par le domaine technologique et le domaine des startups de façon générale. Et on va essayer, on travaille beaucoup avec l'université aussi parce que les principaux participants à nos événements viennent de l'université, bien évidemment. Et le président de l'université est l'un des mentors de notre organisation. Pour revenir aux mentors, sans eux, nous n'aurons pas réalisé le Startup Mauritanien parce que c'est grâce à eux, les principaux acteurs du secteur privé qui ont cru au projet dès le début et qui l'ont soutenu. Donc voilà, en gros, nous, dans la prochaine étape, on va dire, de nos actions vont se concentrer maintenant sur l'accompagnement des startups. Parce qu'on s'est dit que pour vraiment arriver à du
du concret, on devrait maintenant les accompagner pendant les premières années. Parce qu'avant, on leur disait, OK, on vous accompagne au début, pendant l'événement, on vous met en contact avec les banques. Maintenant, il y aura un accompagnement sur les premières années, c'est-à-dire des programmes d'incubation classiques. Mais aussi, on va essayer parce que ça, c'est l'une des choses très importantes aussi. Généralement, les startups qui se lancent en Afrique, on leur dit, OK, vous travaillez, par exemple, on parle du cas de la Mauritanie, vous travaillez en Mauritanie et vous êtes limité à la Mauritanie. Moi, je trouve que c'est pas logique et qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, avec tout ce qu'on a dit, tous les moyens de communication, tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a aucune raison qu'on enferme les startups dans leur pays, en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup d'avantages en termes de coûts opérationnels, en termes de... il y a tellement d'avantages non exploités que ces startups-là peuvent produire en Afrique des services ou des produits destinés à l'Europe ou au reste du monde. Donc moi, je trouve qu'il faut encourager, c'est l'une des raisons qu'on est venu suite à l'invitation de Casa Africa, c'est pour encourager les partenariats avec nos voisins en Europe. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'on a beaucoup de talents en Afrique. Les talents n'ont pas de limite. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a fait Harvard University qu'on est aussi brillant ou plus brillant qu'un jeune qui est en Afrique, dans le domaine surtout des technologies, parce que tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Et avec un ordinateur, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites aujourd'hui. Il faut encourager, je pense, les jeunes entrepreneurs africains à aller vers d'autres marchés internationaux. Ça, c'est très, très important parce que c'est l'une des limites qu'on fixe aujourd'hui aux entrepreneurs africains. Donc nous, l'une de nos... je ne sais pas si j'ai encore le temps pour continuer. 2 minutes, ok. Donc nous, aujourd'hui, l'une de nos... on va se concentrer essentiellement pour l'instant, dans les années à venir, pour encourager des startups à se lancer dans le domaine technologique pour résoudre des problèmes locaux en Mauritanie et dans la sous-région. Dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, comme dans les présentations qu'on nous a faites tout à l'heure dans les e-services, comme les paiements en ligne et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là et on va beaucoup travailler dans ce sens. On invite toutes les personnes présentes à nous rejoindre en Mauritanie pour le prochain GW qu'on organise en novembre, à partir du 14 novembre. Et on vous invite aussi à visiter la Mauritanie. Parce que beaucoup de gens, on est un pays pas très connu déjà, et beaucoup de gens voient des choses sur Internet et ne savent pas de quoi il s'agit réellement avant d'aller dans un pays. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut aller en Afrique. Il faut aller en Afrique, il faut voir ces jeunes, il faut voir comment ils travaillent, quels sont les problèmes qu'ils ont en réalité et pas de façon générale. Et je pense que l'avenir, on le dit souvent, même si c'est très prétentieux, mais l'avenir de la planète est lié à l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire ce qu'en feront les jeunes entrepreneurs en Afrique. Et merci pour votre temps. Perdón, muchas gracias, Ahmed. Vamos a escuchar ahora a Jean-Patrick Humann. Él es presidente de Akendegua, que nació con la intención de estimular el ecosistema tecnológico de África francófona a través de la producción de eventos para la comunidad virtual y del desarrollo de aplicaciones que interesan a la región. Jean-Patrick. Buenos días, hola. Ça, c'est tout ce que je peux dire en espagnol. Je suis très heureux d'être en Espagne. Mais à culpa, comme je disais, j'ai vécu la moitié de ma vie en France et même à Toulouse et j'ai jamais mis pied en Espagne. Et depuis hier, je m'en veux tellement que je trouverai le temps de revenir.
Je suis Jean-Patrick Eouman, président d'Akenewa, une organisation basée en Côte d'Ivoire et qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et surtout la culture de la paix à travers les bons usages des technologies, principalement chez les jeunes et les femmes. Akenewa, c'est aussi un tech hub, peut-être, c'est ce qu'on dit souvent, le premier tech hub en Côte d'Ivoire, que j'ai initié moi-même quand je suis revenu de France. À travers un constat, à partir d'un constat, pardon. J'avais constaté à l'époque un engouement des jeunes Ivoiriens autour de la chose technologique. Et moi-même étant un architecte logiciel et en travaillant plusieurs années en Europe, j'avais décidé de mettre à disposition le savoir-faire que j'avais acquis et aussi la vision en tout cas que j'avais de ce qu'on pouvait faire de ces talents-là. De sorte à créer une communauté. Donc Akenewa est parti d'une communauté de personnes qui étaient passionnées et de jeunes entrepreneurs que j'ai réunis et qui ont permis de mettre en place cette structure-là. Et de la communauté, on a essayé dans un premier temps de mettre en relation toutes les personnes, toutes les entités qui constituent l'écosystème l'industrie des technologies. Donc d'une part les utilisateurs, d'autre part ceux qui produisent et aussi ceux qui régulent. Donc le gouvernement et tout ce qui est lié à la chose institutionnelle. Et je dirais après toutes ces années, ça s'est plus ou moins bien passé jusqu'à ce que Akenewa ouvre son coworking space avec des bureaux, des infrastructures, en tout cas un local pour les entrepreneurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dans un premier temps appuyé sur les projets des personnes faisant partie de cette communauté. À l'époque, il y avait à peu près 200 personnes au sein d'Akenewa. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes. On a bien entendu, avec les étudiants, ça va vite. On a beaucoup plus de personnes, mais on s'était dit que ces personnes qui étaient dans cette communauté-là avaient compris ce qu'on voulait faire, en tout cas d'Akenewa, et puis de de l'impact qu'on voulait apporter au niveau de l'écosystème des technologies en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons incubé pas mal de projets et nous-mêmes, nous avons initié des projets. Et il y en a un qui a été, je pense, qui a été le pivot qui a fait connaître Akenewa au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. C'était durant l'élection présidentielle en 2010. Nous avons mis en place une plateforme pour monitorer l'élection, une plateforme web et mobile. Dans un premier temps, ça permettait de reporter les incidents avant les votes. Et après, on a aussi mis en ligne une partie des résultats. Et pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à cette période-là, les choses ne se sont pas très bien terminées. Et du coup, d'une plateforme qui était censée être utilisée pour publier les résultats et ce qui se passait pendant les élections, on s'est retrouvé à mettre en place un module supplémentaire qui s'appelle CIV Social et qui a permis de sauver des gens parce qu'il y a la guerre qui a commencé tout de suite après l'élection. Et cette plateforme, ce module-là s'appelle CIV Social, donc c'est quelque chose qui se basait sur 3 piliers. Donc d'une part, on a cette application web qui utilise des outils de communication tels que Twitter, Skype. Et d'autre part, on avait un call center au Ghana parce que finalement, durant cette période en Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus, il n'y a plus personne qui pouvait travailler et les télécommunications étaient arrêtées. Et ce call center au Ghana prenait le relais sur les informations qu'on recevait à travers la plateforme et aussi par SMS. Et derrière, on avait un pool d'experts. On était accompagné par l'Université de Columbia, que je remercie encore, qui nous a fourni des experts un peu partout dans le monde et qui traitaient les informations qui venaient. Donc, c'était des informations concernant des blessés par balle, des grands malades, donc des personnes souffrant de diabète qui avaient besoin de se faire aider. Et finalement, des femmes enceintes qui étaient prêtes à accoucher. Et là encore, j'ai la chair de poule parce qu'on a réussi à faire 2 accouchements, dont l'un par assistante téléphonique avec un médecin en Pologne. Ça a duré 8 heures, mais c'est finalement l'un des plus gros accomplissements de notre structure. Et à travers CIV Social, on a découvert que finalement, les choses les plus simples, avec les usages les plus simples des technologies pouvaient être les plus efficaces, en tout cas dans le contexte africain dans lequel nous sommes.
Nous sommes allés beaucoup plus loin que ça en essayant d'écouter ceux qui venaient des personnes hors de notre communauté. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cet incubateur qui a accueilli des startups. À ce jour, nous avons accueilli une douzaine de startups. Alors, en parlant de chiffres, nous avons formé plus de 7500 personnes. Parmi ces personnes, nous avons eu jusqu'à 7500 personnes dans nos rencontres et événements. Parmi ces personnes, il y a eu plus de 890 qui ont été formés, donc qui ont suivi des formations soit liées au coding, soit à la création de contenu, soit à l'usage des réseaux sociaux pour les institutions, les entreprises. Et donc ces 12 startups que nous avons incubées depuis 2014 sont finalement des succès parce que bon, là aujourd'hui on a par exemple l'une d'entre elles qui s'appelle ICT for Dev qui permet de remonter les informations concernant je dirais le domaine agricole provenant. Ces informations proviennent des champs, des régions éloignées et qui remontent sur un système, qui remontent dans un système informatique et qui sont diffusés à travers des SMS et qui permet de réguler les tarifs et aussi les prix des denrées de ces cultures provenant de l'intérieur du pays. Alors, après cela, nous avons pensé qu'il était temps pour nous de faire mieux que l'incubation et donc de faire de l'accélération. Et nous nous sommes rapprochés du Founder Institute qui est le plus gros accélérateur de start-up technologiques au monde, qui est basé à Palo Alto et que finalement, depuis l'année dernière, je représente en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Donc le Founder Institute finalement est installé à Kennewa et nous a permis d'accélérer 25 startups en un an. Parmi ces 25 startups, il y en a 9 qui ont réussi, qui sont graduates du Founder Institute. Et parmi ces 9, je suis venu ici avec deux des entrepreneurs qui, pour l'un, a une startup qui permet de réguler les offres d'emploi et pour l'autre, il y a une startup qui facilite le paiement sur Internet à travers les plateformes de téléphonie mobile. En parlant pour conclure, hein, j'espère que j'ai un peu de temps, encore du temps. Pour conclure, je dirais qu'à Kennewa, finalement une aventure assez fantastique pour la Côte d'Ivoire parce que, comme le dit son nom, Akenewa signifie l'araignée. Donc on a tissé une toile en partant d'une communauté. Aujourd'hui, dans les écoles, dans les universités, tout le monde connaît Akenewa. Et ce qui nous rend encore plus fiers, c'est qu'on retrouve des membres de la communauté qui sont au niveau du gouvernement et qui comprennent maintenant avec qui on peut facilement échanger sur des problématiques, je dirais, globales. Et aujourd'hui, nous sommes ici déjà pour apprendre de tout ce que vous avez eu ici au niveau de l'île en termes d'expérience et aussi créer des cadres de collaboration pour des projets à plus grande envergure comme le programme She's the Code que nous avons mis en place pour former plus de 50 000 jeunes filles à l'usage des technologies et à les insérer dans le milieu professionnel pour 15 pays africains. Je vais m'arrêter là et après, s'il y a des questions. Merci. Muchas gracias, Jean-Patrick. Y escuchamos al cuarto interviniente, Manuel Henao, el representante de Jocolabs, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que apoya el desarrollo de la tecnología de las comunidades profesionales. Están presentes en 10 ciudades africanas, en donde cuentan con más de 200 puestos de coworking. Manuel, bienvenido. Gracias. Merci beaucoup. Je vais parler français. Parce que je parle español, hablo español un poco porque yo soy franco-colombiano y llevo 10 años en África del Oeste, mais je vais quand même parler français parce que je suis un peu intimidé de parler de ces sujets-là en espagnol parce que je ne l'ai jamais fait avant. Donc c'est une opportunité d'interagir avec les uns et les autres, mais là pour présenter ce que j'ai à présenter, je vais le faire en français quand même. Donc merci beaucoup à Casa Africa de donner cette opportunité. Je voudrais juste en préambule dire que je suis très heureux d'être à la fois avec les acteurs anglophones et les acteurs francophones au cœur de l'espagnol et de l'Espagne. Donc je trouve ça très intéressant de trouver un terrain où on se retrouve, parce qu'on ne se retrouve pas suffisamment les acteurs anglophones et francophones. Et je pense qu'en termes de culture entrepreneuriale, d'état d'esprit, d'avancer justement sur le développement de la technologie, on a des choses à s'échanger et on ne le fait pas suffisamment.
J'avais des idées un peu claires avant d'arriver à cette table. Maintenant, je les ai un peu moins parce que beaucoup de choses se sont dites. Et en fait, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que s'est dit, ce qui s'est dit. Et puis surtout d'échanger avec vous. Parce que je pense que, en réalité, vu le sujet, l'impact des technologies en Afrique, je pense que ça mérite vraiment d'être le sujet d'un dialogue avec vous. Moi, c'est une bonne question, mais j'ai du mal à me positionner par rapport à cette question de l'impact. Alors, tout le monde est au courant de la situation en Afrique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que 80% des Africains ont un téléphone portable et que c'est plus que les personnes qui ont accès à l'eau potable et à l'électricité. Et donc, c'est quand même un point à garder en tête. Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de création de valeur et de richesse. Et on en a parlé, Jean-Patrick en a parlé. Ici aussi, on a des représentants du Sénégal, Jimmy qui est là et Momar qui sont là, qui sont des talentueux start-upers, développeurs et qui développent du service et des solutions au service des entreprises africaines et pas que africaines, comme l'a dit Jean-Patrick, comme ça a été entendu. Et je pense que ça, c'est quelque chose de phénoménal et que l'Afrique, effectivement, dans sa grande majorité, les grandes capitales sont tout à fait mûres pour appuyer, encourager cette offre de services, ce développement de solutions technologiques, que ce soit de la fintech, que ce soit de l'edutech, que ce soit de l'agritech, pour aller proposer ces services au-delà du continent africain. Et d'abord en Afrique dans sa totalité. La deuxième dimension, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'impact social, on va dire, et c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le vivre ensemble, la mobilité, l'habitation, toutes ces choses qui sont évidemment au cœur du développement englobant de l'Afrique et dont l'impact est moins bien mesuré aujourd'hui. Donc il y a des opportunités magnifiques, mais il y a aussi des risques, je pense. J'entendais parler, j'avais un débat avec Orange en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Et donc Orange, ils sont bien placés pour en parler. Alors il s'agissait de l'accélérateur d'Orange, Orange Fab à Abidjan, qui disait qu'il y avait une question à se poser sur l'utilisation des données mobiles dans nos pays, qui sont un des modèles économiques en puissance des opérateurs télécoms et qui sont utilisés principalement pour aller sur Facebook aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça que c'est poussé, en tout cas à partir de la jeunesse connectée. Et on peut se demander du coup l'impact que la donnée mobile, le coût qu'elle a, elle produit finalement sur le développement des jeunes, puisqu'on parle beaucoup des jeunes en Afrique. Donc il y a le triptyque qu'on connaît tous, c'est les devices, c'est les plateformes, c'est les accès, les représentants des différentes autorités en ont parlé, et puis c'est les contenus également. Les contenus ont été moins abordés, mais là il y a des enjeux très importants pour développer justement un impact social et économique d'ailleurs dans nos pays. Alors Jocolabs, c'est un réseau d'espaces physiques qui est présent dans 9 pays aujourd'hui. C'est parti du Sénégal, on est présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, mais on est ici présent au Maroc et en France. Au Maroc, on est présent dans le technoparc de Casablanca, et on a vocation à promouvoir l'entrepreneuriat et la culture digitale. On n'est pas, alors j'espère que je ne vais pas faire un impair en disant ça, mais on n'est pas un tech hub à proprement dit, donc j'espère qu'on va pas être, je ne vais pas être sorti de la réunion, mais on essaye d'être à la croisée des chemins entre justement l'espace de coworking, l'accélérateur, le tech hub, et on pense qu'il y a une approche diverse et inclusive à garder. Le prototype du Jocolabs, c'est un espace ouvert donc, et qui promeut la diversité. Donc on veut des start-upers, technologistes. Jimmy est là il en parlera cet après-midi, je pense, pour le prouver. Mais on veut aussi des consultants, on veut des freelanceurs, on veut des petites PME, on veut de la diversité. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que l'innovation et l'innovation sociale, elle émerge justement du frottement entre les disciplines, du frottement entre des personnes de culture et de milieux sociaux différents. Et notre rôle à nous, c'est de créer un espace où ça, c'est possible. Donc à travers une programmation, à travers ce que font les espaces de ce type-là un peu partout dans le monde. Et donc on essaye de ce point de vue-là
de créer des communautés. Et donc les mots-clés, vous les avez donnés tout à l'heure. On essaie de créer des communautés avec une approche en cluster. Et donc à partir d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui s'intéressent à la santé, des gens qui s'intéressent à l'éducation, des gens qui s'intéressent à l'agriculture. Et on va essayer de mettre ensemble ces gens-là pour qu'ils réfléchissent à des défis à relever ensemble. Encore une fois, on a une approche, comme tu l'as dit, non for profit, mais on a une approche très pragmatique. On pense que véritablement que l'impact économique est déjà réel, qu'il mérite d'être orienté. On mesure souvent le Kenya, le Sénégal, le Ghana. Il y a des rankings maintenant qui sont faits sur la part de l'économie digitale dans le PIB des pays. On sait pourquoi c'est fait, c'est important de faire ces rankings-là, mais ça n'enlève en rien la limite de la redistribution de ces richesses-là. Et tant que l'éducation, notamment, parce qu'on a parlé de capital humain aussi, n'est pas en parallèle pris en main, eh ben, évidemment, les impacts, puisque c'est le sujet, seront toujours limités. Moi, je suis extrêmement séduit par les modèles intégrés. Je pense qu'on parlait de Smart City dans le panel final en conclusion. Parlons peut-être de parcs scientifiques et technologiques. Peut-être que c'est moins fun de parler de parcs technologiques et scientifiques que Smart City. Mais parlons de ça, le rôle de l'université, le rôle des lieux d'apprentissage, remettre au cœur justement de ces missions-là un certain nombre de personnes et d'institutions qui ont cette ambition-là. Donc, Jocolabs, pour la première fois donc, à Casablanca et dans un technocentre, ça va être extrêmement intéressant puisqu'on se positionne finalement comme un espace de coworking à l'intérieur d'un espace intégré, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est vraiment intéressant. Alors pour finir, pour qu'il reste un peu de temps peut-être, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais pas qu'en Côte d'Ivoire, on pense que l'impact il repose aussi sur alors j'ai parlé de cluster, mais aussi sur le territoire. Je pense que la territorialisation de ces espaces de coworking, d'incubation, qui permettent de faire un lien entre les populations qui sont dans ces espaces et le territoire. Quand je dis territoire, hein, on est alors si on prend, je ne sais pas Jean-Patrick, mais si on prend Abidjan, Yopougon, c'est plusieurs territoires, parce que c'est combien d'habitants Yopougon, je crois que c'est plus de 2 millions. 2 millions d'habitants, vous voyez, c'est un quartier, hein, c'est une commune, donc il peut y avoir plusieurs territoires. Donc quand on parle de territoire, on parle de marché, hein, on parle de marchés locaux, on peut parler facilement de 200 000 personnes pour un petit quartier. Donc on est sur une densité, sur des besoins identifiés. Et donc rentrer dans cette logique-là, c'est pas du tout dire, comme notre ami de Mauritanie l'a dit, c'est pas du tout dire il faut pas aller à l'international. Parce que c'est des problèmes qu'on va rencontrer ensuite partout. Donc parler de territorialisation, ça donne une identité, ça permet d'éduquer la population dans le territoire, ça permet de répondre à des besoins spécifiques, ça permet de comprendre un marché, ça permet de créer des mindsets entrepreneuriaux. Et donc Jocolabs, en tout cas à Abidjan, on est dans une commune qui s'appelle Cocody, qui est une très grosse commune. Dans Cocody, il y a un quartier qui s'appelle Angré. Je n'ai pas le nombre d'habitants à Angré. Akendewa n'est pas loin non plus d'ailleurs. Mais ce sont des territoires qui sont des territoires très mouvants, où c'est des populations qui migrent d'un quartier à l'autre. Donc il y a une explosion de personnes. Et je pense que l'impact, il doit se chercher à ces niveaux-là. Faire des champions internationaux, bien sûr, il faut miser dessus. Maintenant, pour récolter, il faut semer également. Il y a eu une tendance, peut-être que c'est pas très correct de le dire, mais je pense à vouloir faire des champions, à vouloir créer une image de champions digitaux en Afrique. Il y en a, il y a des vrais talents. On en a ici avec nous, j'espère qu'ils pourront en parler et présenter ce qu'ils font. Mais il faut aussi continuer à territorialiser, à prendre du temps, à créer des communautés, à ouvrir des espaces, c'est un peu un pléonasme, mais ouvert. Voilà, donc nous on est fervents promoteurs de cette idée-là. Et puis on est un réseau international, donc l'idée c'est évidemment de fonctionner en réseau par ailleurs, et de pouvoir justement échanger entre les pays, entre les pratiques. Bon voilà, je m'arrête là. Et j'espère qu'on peut en parler. Merci. Muchas gracias, Emmanuel. Tanto Emmanuel como Jean-Patrick estaban muy interesados en generar un
un debate en la mesa. A mí me gustaría plantearles cómo las TIC y ustedes en cada uno de los proyectos están transformando la sociedad. ¿En qué sentido, el caso de los 3 intervinientes africanos, en qué sentido África está dando soluciones a los problemas africanos? ¿Y qué se puede aplicar de todo lo que se está desarrollando ahora en Europa y América? ¿Qué soluciones africanas son importantes y son ejemplos que se podrían aplicar en Europa y en América? Je dis un mot rapidement. Je pense qu'il y a un secteur d'activité le Kenya est bien placé pour le savoir. C'est la fintech, la finance, le paiement mobile. C'est le pays d'expérimentation par excellence. C'est le pays de développement par excellence. Le prépayé, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin on dit qu'il a été inventé par Mo Ibrahim, d'une certaine manière, qui est aujourd'hui une personne qui compte en Afrique. Et qui s'est exporté dans les modes de consommation de la voix, du télécom. Donc la fintech est clairement un des grands sujets. Aujourd'hui, Jocolabs, on a une collaboration avec la Société Générale, le groupe Société Générale, la grande banque française, non pas la filiale sénégalaise ou la filiale ivoirienne, avec le siège à Paris, qui se pose la question de comment, alors évidemment, le bancariser, mais surtout créer de la relation digitalisée avec ses clients. Et pour cela, il faut réfléchir non pas au 20e étage d'une tour à Paris, mais il faut réfléchir dans un laboratoire d'innovation en Afrique, que Jocolabs héberge au Sénégal, et que Jocolabs aide donc à prototyper des solutions en partie autour de la relation client digitalisée. Et donc ça, effectivement, ça va aller beaucoup plus vite. Enfin, pas beaucoup plus vite, mais ça va prendre en compte d'autres modes de consommation qui seront à un moment donné probablement regardés aussi pour être intégrés sur des offres en Europe ou ailleurs. Alors, pour rajouter à ce que vient de dire Emmanuel, je parlerai plutôt du côté social, parce que notre travail consiste vraiment à créer un environnement dans lequel les jeunes et les vieux, les jeunes et les moins jeunes, pardon, ainsi que les femmes et les enfants puissent vivre en parfaite cohésion en utilisant les technologies. Ce que nous avons fait avec CIV Social, c'est que nous avons démontré à travers ce simple projet qu'il était possible de redéfinir la solidarité, de remettre l'homme au centre de tout, dans une situation dans laquelle tout le monde avait perdu tout espoir. Et finalement, on a commencé à se réjouir de, par exemple, lorsque je mettais des tweets pour dire que une personne dans le quartier de Yopougon qui souffre de diabète et à qui il ne restait plus que 2 heures, vient de se voir injecter de l'insuline par le biais de quelqu'un qui est venu avec sa voiture et qui est connecté à notre réseau et qui a été escorté par la Croix-Rouge et l'ONU qui, eux, ont validé ce que nous faisions. Je pense qu'il n'y a pas plus grand bonheur pour un être humain au-delà du fait même que nous soyons des gens des technologies. Et l'expérience que j'ai eue en Europe, je suis arrivé en Europe, j'avais 18 ans, et je suis reparti 15 ans plus tard. Mais l'expérience que l'expérience que j'ai eue de l'Europe m'a montré qu'il y avait aussi cette crise sociale entre les générations, et je pense qu'il y a des pistes à explorer, c'est-à-dire comment utiliser ces technologies-là pour régler ces problèmes générationnels qui font qu'aujourd'hui, dans pas mal de pays européens, certaines personnes d'un certain âge se voient complètement exclues ou mises à part, en tout cas dans ce qui concerne l'évolution même du pays. L'évolution même je dirais de la vie en communauté, pardon. Et voilà, donc des exemples aussi tels que un hashtag qui a connu beaucoup de succès en Côte d'Ivoire grâce à des activistes, principalement d'Akenewa. On peut le dire maintenant qu'il n'y a plus trop de risques. Il y a un hashtag qui s'appelait les 200, donc qui a été utilisé suite à une intervention de certaines autorités ivoiriennes concernant le fait que les personnes qui sont sur Internet n'ont pas d'impact
dans la vie communautaire. Et en très peu de temps, ces personnes qui sont sur Internet ont montré que elles avaient un impact et elles ont réussi à créer des rassemblements jusqu'à faire changer d'avis le gouvernement sur certaines choses. On pourra aussi parler de ce que nous avons fait avec les élections en mettant les jeunes au centre, les jeunes et les filles et les femmes au centre de la culture de la paix en période électorale, parce qu'en Afrique, c'est vraiment une problématique que nous avons. Et on s'est retrouvé une fois avec un message qui a touché plus d'1 million de personnes, le 23 septembre, qui est le jour de mon anniversaire en plus, 2015. Et c'était une grande première. Pour la première fois, on avait ce message de paix-là qui touchait tout le monde et que tout le monde a pu reprendre. Donc voici ce que je voulais rajouter sur l'impact en tout cas de ce que nous faisons et qui pourrait être éventuellement répliqué ou sinon qui pourrait inspirer ici aux îles Canaries en Espagne. Que effectivement on encourage les startups en Mauritanie, comme je l'avais dit tout à l'heure, à régler les problèmes locaux, en l'occurrence le domaine de l'agriculture, la santé, l'éducation. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que l'Afrique peut exporter en Europe, tout ce qui n'a pas besoin. C'est vrai que les problèmes en Afrique ne sont pas forcément les mêmes qui se trouvent en Europe, mais aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, et tout va être... Enfin, personne n'imaginait qu'en 2016, on en serait aujourd'hui à faire des paiements en ligne à partir d'un smartphone d'un pays vers un autre en un clic. Donc réellement, au niveau technologique, il n'y a pas de limite. Le transfert de technologie peut se faire aussi bien de l'Afrique vers l'Europe et le reste du monde, et dans l'autre sens. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous, on peut, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir des partenariats réels entre l'Europe, en l'occurrence l'Espagne, et les pays africains, c'est-à-dire un partenariat dans les deux sens. Nous, on peut prendre ou apprendre, on va dire, de ce qui se passe en Espagne et plus spécifiquement aux îles Canaries, en l'occurrence ce qui se passe au niveau de la gestion de l'eau, enfin plein de problèmes que nous avons au niveau de la Mauritanie, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'agriculture par exemple. Et il n'y a pas de limite pour apprendre réellement. Il n'y a pas de limite pour apprendre. Et c'est pour ça que nous sommes là, effectivement. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí. Cabría una segunda por si alguien más va a hacerla y puede levantar la mano. Sí. Oui. Bonjour, je voudrais faire une petite intervention. Donc, je me présente, Momar Diop, ADN Tech. Je suis chez Joko Labs au Sénégal. Et pour parler de synergie entre l'Europe et l'Afrique, je voulais ajouter 2 points. L'aspect agriculture. Au niveau agricole, aujourd'hui, je pense qu'avec la technologie, il y a moyen de faire un pont entre l'Afrique et l'Occident, pour ne pas parler uniquement de l'Europe. Il y a des produits qui sont en Afrique aujourd'hui dont le marché européen occidental aurait besoin, et via la technologie, l'Occident peut y accéder. Pareil, côté santé, on sait tous qu'on est dépourvu. Et je pense que côté santé, ce qui a été fait avec Akenawa peut être dupliqué sur une échelle africaine. On peut avoir avec la technologie des gens qui sont en Afrique, qui ont besoin de soins et qui peuvent bénéficier de ces soins-là avec des gens qui sont dans des écoles, des universités en Europe et des gens qui sont médecins en Europe. Donc je pense qu'il y a ce pont-là qui est aussi à faire sur le domaine agricole et sur le domaine santé. Et je pense que l'intervention de l'Espagne et des îles Canaries pourrait être une bonne chose sur ce domaine-là. Merci, muchas gracias. Tenemos otra intervención aquí. Aquí delante, perdona. ¿Qué tal? Gracias. Al margen de estar como director ahora en el ayuntamiento, he formado ingenieros informáticos durante 28 años en la universidad. Incluso fui director de la Escuela de Ingeniería Informática y en los últimos años, por nuestra crisis a nivel de gobierno, ¿no? Crisis económica, pues sí que es verdad que hemos destinado mucha inversión en construir sitios de coworking, sitios de mentoring, sitios de incubadoras, ¿verdad? Sobre todo a partir del año 2010 en adelante, ¿no? No me cabe duda del talento que hay de nuestros jóvenes. Ellos utilizan la tecnología como un recurso más. Nosotros hemos tenido que aprenderlo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Esa traducción, ¿no? De cómo nos puede aportar la tecnología algo tan natural, ¿no? Como lo hacen ellos. Pero mi pregunta no va destinado a todo eso,
Nosotros creo que nos hemos pasado un poco aquí en las islas en construir edificios para esta gente, ¿no? Que quiere una oportunidad, tienen una buena idea y lo que quieren es un apoyo, ¿no? Un apoyo que al final, aunque hagamos mucho mentoring y mucha incubación, no deja de ser económico. Al final necesitas un impulso económico. Entonces la pregunta va por ahí, ¿no? Es decir, me gustaría saber hasta qué punto se invierte en pequeñas startups, en pequeñas ideas, ¿no? que en principio son buenas, pero que necesitan al final ese apoyo para que puedan florecer, ¿no? Me ha encantado también la aportación de Ahmed, porque creo que ha dado con la frase, ¿no? Para entender la necesidad de África hay que ir a África y ver, ¿no? Ver lo que nosotros necesitamos, ¿no? Me gustó mucho. Pues la pregunta va por ahí, ¿no? Es decir, hay business angels, hay personas que van, confían, escuchan las ideas e invierten para poder sacar a estas ideas adelante. Merci pour cette intervention. La question de l'éducation est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme je voulais signifier tout à l'heure, j'ai décidé avec mes collaborateurs de former plus de 50 000 jeunes filles à l'usage des technologies. Pas seulement pour les former, mais c'est surtout pour leur donner, leur ouvrir toutes ces opportunités que offre l'Afrique dans la vie même. Donc trouver du travail, s'émanciper en tant que personne. Et à la réponse à cette question qui est de savoir à quel point est-ce qu'on investit dans ces startups, je dirais, j'aurais même voulu qu'on me demande à quel point est-ce qu'on investit dans ces entrepreneurs. Et moi, j'ai découvert que finalement, ce qu'on a besoin maintenant en Afrique, avant même d'investir dans les startups, c'est l'investissement dans les entrepreneurs. On a besoin de personnes qui soient développées en tant qu'humains, qui comprennent réellement les problématiques et qui décident de résoudre les problèmes dans le fond et qui prennent en compte tout ce qui est en train de se passer au niveau global, de sorte à ce que ces personnes-là puissent nous sortir des startups tous les ans à la volée. Et donc si, en tout cas, vu qu'on y est, si vous êtes vraiment intéressé, moi je suis vraiment intéressé en tout cas qu'on travaille sur le fait de développer les capacités des entrepreneurs, parce que on en parle, entrepreneur, c'est un mot, mais je me souviens que la semaine dernière, il y a 2 ou 3 semaines, dans le journal Le Monde, il y a eu une polémique j'ai même participé à cette polémique parce qu'il y a quelqu'un qui parlait des entrepreneurs, et moi je me suis positionné en disant que le postulat de base que l'on utilise pour définir l'entrepreneur en Afrique est très souvent faux. Partant de là, il est très difficile de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et donc j'aimerais que ceux qui en savent beaucoup plus que moi concernant l'entrepreneuriat m'aident en tout cas à former de meilleurs entrepreneurs qui ne vont pas forcément créer des startups, mais qui seront des Africains encore meilleurs. Merci. Bon, donc là c'est le mot qui a... Là, je suis un peu énervé, là, ça y est, entrepreneur. C'est un sujet dont je voulais parler au départ, et donc merci d'avoir posé la question. Et évidemment, je suis ultra aligné avec Jean-Patrick. Ahmed a dit tout à l'heure que la Global Entrepreneurship Week, la Global Semaine de l'entrepreneuriat, qui est une grande fête, célébration de l'entrepreneuriat, 165 pays simultanément dans le monde, dont la Mauritanie, dont la Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, c'est Joe Collabs qui porte l'initiative. Le thème de cette année qu'on a décidé de porter, c'est « Explore ton potentiel entrepreneurial ». Effectivement, Jean-Patrick l'a dit, Le Monde, tous les grands médias, en général, ils ne font pas une grande critique là-dessus. Ils portent plutôt l'idée que l'Afrique est un grand continent d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat. Et bien entendu qu'il y a un potentiel gigantesque. Peut-être faut-il dire l'Afrique peut être un continent d'entrepreneurs, hein, peut-être. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui, effectivement, amènent à le penser. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, ça se cultive, ça s'apprend. Il y a tout un tas de choses qui doivent être mises en place. Donc, pendant cette semaine de l'entrepreneuriat qu'on va faire en Côte d'Ivoire, on a mené une étude avec des évaluations qui vont collecter une donnée objectivée, psychotechnique, sur le profil entrepreneurial. Il faut arrêter de penser que parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de... On bidouille les choses, on est débrouillard. Effectivement, il y a une économie informelle très importante et donc les gens organisent une activité économique de fait. On peut faire l'impasse, ou on peut faire l'économie plutôt, de vouloir mesurer et plus précisément, avec des données objectivées,
ce qu'est les dimensions d'un profil entrepreneurial et ce que ça demande en renforcement des capacités, en éducation, en formation. En Europe et partout dans le monde, lorsqu'un investisseur décide d'investir quelque part, il fait une diligence sur un certain nombre de critères de la start-up, mais la diligence principale, il l'a fait sur l'individu. Donc, pour répondre à ta question, d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui, il y a évidemment une carence de ce point de vue-là. Et c'est pire. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent en Afrique. Alors, on va pas balancer, mais il y a des gens qui viennent et qui, en fait, prennent des talents. Et donc, il y a des talents, effectivement. Il y a des super codeurs, il y a des gens qui sont très intelligents. Ils prennent ces gens-là et ils en font des entrepreneurs, ils en font des start-upers. Donc, ils mettent un business model sur la personne, ils mettent un environnement autour de la personne, ils vont lever des fonds. Ils ont évidemment 51% dans la boîte et business is running. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette idée-là. Aujourd'hui, il y a un mouvement, évidemment qu'il y a un problème d'accès au financement, évidemment que les fonds de garantie sont nécessaires, que les fonds d'innovation, on ne remet pas ça en cause. Mais il ne faut pas le substituer à un vrai besoin que Akandewa et d'autres font avec Jocolabs, c'est de créer c'est le temps, la temporalité. Et c'est d'insérer cette idée-là, non pas seulement dans l'idée d'incubation ou d'accélération, mais dans l'idée d'éducation, tout simplement. Et donc les grands programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, il faut les faire au niveau du scolaire, au niveau des écoles, du lycée, mais il faut que ça repose sur d'abord des données collectées, objectivées et objectivantes sur effectivement ce que c'est qu'un entrepreneur. On en a partout aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Asie. Donc on peut contextualiser ces données-là. Il y a des choses, on travaille dessus à Jocolabs et on pense que c'est extrêmement important de le faire. Et ça déclenchera sûrement des entrées de financement qui existent, qui sont possibles de mettre en place, mais qui pour l'instant ne sont pas mis en place parce qu'on veut faire l'économie de cette partie-là et on veut récolter des choses qui n'ont pas été vraiment semées à notre sens. Amén. Perdón, terminamos ya con su intervención. Merci. Donc, rapidement, je vais rebondir rapidement sur ce qu'a dit Emmanuel par rapport au talent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des talents, mais il faut les encourager à rester, pas à les exploiter ailleurs, mais à rester en Afrique et à travailler à partir de l'Afrique, vu qu'il y a les moyens pour le faire, grâce à la technologie. Concernant vous m'avez posé la question par rapport, peut-être que je ne l'ai pas encore dit, mais à notre premier événement en 2014, le Startup Weekend, nous avons invité Sodecan, qui est basé à Las Palmas, qui est un incubateur. Et ils étaient là pendant le Startup Weekend et ils ont vu comment ça se passe. Ils ont même coaché, mentoré des jeunes à Nouakchott. Et c'est pour dire qu'effectivement, pour voir ce qui se passe en Afrique, il faut aller en Afrique. Et je leur avais dit, parce que moi je viens souvent à Las Palmas pour d'autres choses, pour le travail, je leur ai dit, je leur ai dit, venez, vous allez voir de vous-même. Parce que moi, quand je vous dis, peut-être que c'est très théorique, mais quand vous allez venir, vous allez comprendre réellement. Ils sont venus et ils ont bien apprécié ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'ils sont repartis avec une idée plus claire de ce qui se passe en Mauritanie. Par rapport à ce que nous faisons en ce moment pour les startups, moi, je pense que le plus grand problème, on se dit les choses clairement, c'est les financements. C'est l'accompagnement, c'est sûr, au niveau du mentoring, du coaching, tout ça, mais c'est le financement. Donc nous sommes en train de mettre en place un fonds pour Startup Mauritanie interne pour un premier temps, accompagner les startups les 2 premières années. Mais nous sommes en discussion aussi avec la Banque centrale mauritanienne qui nous a promis de travailler sur ça et on est en discussion pour encourager les banques primaires à allouer des fonds pour les startups et alléger les garanties demandées parce qu'aujourd'hui les garanties qu'on demande pour avoir un financement sont énormes et un jeune qui vient de commencer sa start-up n'a pas forcément ces garanties-là. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Et bien sûr, l'environnement idéal pour travailler, c'est-à-dire que les jeunes pendant les 2 premières années n'ont pas à faire des efforts financiers parce qu'ils doivent se concentrer sur le projet lui-même et le produit. Donc ils doivent être indépendants financièrement et ne pas à se soucier de ce côté-là.
Donc nous nous occupons de ça aussi. Heureusement, nous avons des mentors qui sont quand même des chefs d'entreprise, des acteurs du secteur public. Et c'est important, le point de l'université tout à l'heure, je ne vais pas être très long, mais c'est vrai que nous travaillons beaucoup avec l'université en Mauritanie, mais moi je pense qu'il ne faut pas... L'idée de start-up aujourd'hui, ce n'est pas... On a des exemples très clairs. Les plus grands cas de succès des start-up dans le monde n'ont pas fait l'université. C'est des jeunes qui se sont lancés et qui ont bien réussi plus que d'autres. Donc c'est vrai, on doit avoir des partenariats avec l'université, on doit travailler avec l'université, les jeunes qui sortant de l'université, mais on doit être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que toute personne qui a une idée a les capacités de la développer. Donc il ne faut pas, je pense, se fixer aujourd'hui. C'est quelque chose qui est malheureusement, c'est l'ancienne école. C'est-à-dire qu'il faut juste, pour réussir, il faut faire un cursus bien déterminé. C'est vrai, c'est un facteur de réussite. Mais aussi, il faut ouvrir la porte à tous les jeunes. Ce que nous faisons, nos critères de sélection ne sont pas forcément des critères académiques. Nous ouvrons la porte à tous les jeunes qui veulent réussir. Et pour conclure sur un dernier point, très important, très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour ça. C'est pour avoir un partenariat gagnant-gagnant, on va dire, entre les îles Canaries et l'Espagne et nos pays. Enfin, je parle de la Mauritanie, mais je pense que je peux parler pour tout le monde. De la Côte d'Ivoire. C'est pour avoir un partenariat où chacun apporte quelque chose. Parce qu'on est fatigué, on va dire les choses clairement, on est fatigué d'associer l'Afrique aux maladies, à la corruption, à tous les maux de la terre. Mais c'est vrai, ça existe, on ne va pas le nier. Mais aussi, il y a des talents, il y a des gens qui veulent faire les choses. Il y a des jeunes. C'est pour ça que nous avons lancé Startup Mauritanie en 2014. C'est-à-dire qu'il faut encourager ces jeunes à y aller. Et comment? À aller en Afrique. Il faut visiter l'Afrique, il faut voir ce qu'ils vont faire, il faut voir ce que les jeunes veulent faire. Et nous, on est prêt aussi à apporter des choses à l'Europe. Nous ne sommes pas juste des gens qui demandent de l'aide. Nous pouvons aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le domaine technologique, il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Muchas gracias, Ahmed. Con esa invitación a visitar África nos quedamos. Gracias, Ahmed, a Emmanuel, a Jean-Patrick, a Antonio y también a todos ustedes y a Casa África. Buenas tardes.